Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On voit bien que pour une question de transparence, l'État, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, donc fait des contrôles physiques. Les syndicats, vous l'avez rappelé, l'ont également fait. Mais ce à quoi ça doit concourir, ces résultats ne sont pas aujourd'hui atteints. Les résultats escomptés ne sont pas atteints. Ça aurait dû permettre quand même à l'État de faire l'économie de ceux qui ne travaillent pas et de pouvoir réinvestir cet argent ailleurs. Pourquoi le résultat escompté n'est pas atteint dans ce domaine-là? Nous sommes au début d'un processus. Je vous ai dit que, grosso modo, on a retrouvé 3 904 sur les 11 148 ont été retrouvés. Ils ont perçu leur salaire. Il nous reste 7 244 qui n'ont pas été retrouvés. Ouais. Ils ont la possibilité de se présenter à leur lieu de travail pour percevoir leur salaire. Oui. Et je dis ici que les 3 904 qui ont déjà été retrouvés, s'ils étaient au virement bancaire, leur salaire va encore repartir au virement bancaire. Les grandes gueules. Donc le problème ne se pose pas. Ouais. Ça, c'est une première phase. Il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'inspection d'État qui est en charge de ce travail. L'inspection d'État va aller sur l'ensemble du territoire national pour contrôler à la fois ceux qui ont été retrouvés tout dernièrement, mais les 32 000 qui avaient été listés par l'administration du territoire. Et ce contrôle va se faire par l'inspection d'État et qui va remonter les informations à Conakry. L'aboutissement, c'est qu'il y aura un fichier épuré. Ce fichier, on va distinguer ceux de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et du MENA. Lorsque ce système va être mis en place, il va y avoir un système de codification qui permettra de distinguer, je vous ai dit, il y a 50 à l'intérieur de ces 11 000 qui sont dans d'autres ministères. Vous avez 20 sous-préfets qui sont dedans. L'aboutissement du travail va permettre en fait de distinguer avec précision ceux qui appartiennent à chaque ministère, distinguer ceux qui appartiennent à l'enseignement supérieur des centres de recherche des universités publiques, ceux qui appartiennent au primaire, au collège, au secondaire, ceux qui sont dans l'administration, pour qu'il y ait un système de codification, parce que c'est qu'on a constaté. Pourquoi il n'y a pas une mise à jour? Chacun accuse l'autre. Vous rencontrez les ministères sectoriels, ils vous disent, nous faisons les mutations, nous mettons ampliation et nous mettons tous ceux qui doivent recevoir le document. Sauf que ce n'est pas mis à jour dans le fichier. On a dit, on va informatiser de telle sorte que quand il y a une mutation dans un ministère sectoriel, ça se répercute directement à l'intérieur du fichier qui se trouve au niveau de la fonction publique. Puisque c'est la fonction publique qui transmet son fichier au niveau du budget pour le paiement. Ce qui fait qu'un enseignant, par exemple, vous savez, dans l'éducation de base, vous avez ce que l'on appelle les 4 zones. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Et des primes différentes. Aujourd'hui, les primes sont rattachées à des personnes et non pas à la zone où ils travaillent. Le système qu'on va mettre en place va permettre au final que la prime soit en fait domiciliée dans un endroit. Ça veut dire que si vous quittez Télémélé pour Kindia, vous laissez la prime de la zone 4 à Télémélé, celui qui va aller la prendre directement et vous allez revenir au niveau de Kindia. Et on a vu, lorsque vous avez publié ce rapport, je dirais, provisoire de ce travail de contrôle, ça a coïncidé naturellement quelques jours après avec ces mouvements de grève, ce mouvement de grève lancé par le SLEG. Aboubacar Souma, défenseur des enseignants, qui a dit que si les salaires gelés n'étaient pas dégelés, eh ben lui aussi, il arrêtait les procédures de négociation. Est-ce un imbroglio, un défaut de compréhension qui est à ce niveau, ou est-ce que bel et bien, on peut y mettre un lien? Non, je pense que probablement, il n'avait pas la bonne information. Puisque le SLEG, dans sa version à l'intérieur de l'USTG, la Fédération syndicale professionnelle d'éducation de la CNTG, ont longtemps été associés à tous les systèmes de contrôle du secteur du personnel du secteur de l'éducation pendant des années. Et tous les fichiers là sont avec moi.
Je les ai consultés. Le problème, c'est qu'en réalité, dans ce contrôle, on a distingué l'État du syndicat. C'est un travail de l'État, c'est une souveraineté de l'État d'assurer le contrôle. Ce n'est pas une affaire où on met tout le monde. Non, le contrôle du personnel relève de l'autorité de l'État. C'est pour cela que le syndicat n'a pas été associé. Mais encore une fois de plus, je pense que dès qu'ils ont compris qu'en réalité... Parce que si on veut augmenter des salaires, il faut trouver de l'argent. Bien. Et l'opération que nous faisons va permettre de retenir suffisamment d'argent. Parce qu'aujourd'hui, avec les 7244, sensiblement, s'ils ne sont pas retrouvés, l'État guinéen fera une économie mensuelle de 14 milliards 488 millions. 14 millions 14 milliards par mois. Ouais. Et dans l'année, si ce chiffre est confirmé pour l'année prochaine, le budget de l'État guinéen va sauver 173 milliards 850 millions de francs guinéens. On avait Hiro dans ce studio, c'était la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. On a posé cette question, des complicités, parce que tout ça, c'est bien beau. Si après, il n'y a pas de punition derrière, je veux dire, on n'essaye pas d'attraper ces voleurs-là, ça devient n'importe quoi à la fin du compte. Parlons-en justement, parce que c'est bien beau de dire, parce que moi, en fait, ce qui me trotte un petit peu l'esprit ce matin, c'est de dire, est-ce que on a bien posé la question, tout ça n'est pas fait pour, allez, on va dire, contrer un petit peu ces syndicalistes, docteur Bano? Non, je vous ai dit... Honnêtement. Non, sincèrement, ça n'a rien à voir. Vous êtes un conseiller politique, quoi qu'on dise. Non. Ah ben si, je suis désolé. Ben si. Je vais compléter. Si, non, mais Tamba, s'il te plaît. Mais non. Je voudrais compléter la question. Alors, je vais vous dire une chose. Si tu permets, Lamine, je vais compléter cette question. Oui. Docteur Bano, les grandes gueules. même si la dernière fois, on en parlait ici, je crois que c'était... on avait un invité au téléphone qui disait qu'il n'en était rien. Il y a effectivement cette mission d'inspection dont il vient de parler pour un contrôle physique sur le terrain. Le communiqué est paru dernièrement. Alors, la mission officielle, c'est de compléter justement ce contrôle qui a été engagé. Mais Lamine, Guirassy, c'est la question bien entendu que vous posiez tantôt. Et si ce contrôle physique qui a été lancé pendant cette période de grève, je conçois que le mouvement, l'action de contrôle a commencé depuis février, mais ce contrôle physique est lancé depuis quelques jours déjà. Et si l'ambition était justement de constater des absences et de les punir, bien entendu, parce qu'il y a déjà des recrutements massifs de contractuels qui sont déjà en train d'être disséminés à travers le territoire guinéen. Non, je pense qu'il ne faut pas mélanger le conjoncturel au structurel. Un État... Aidez-nous. Attendez, un État a deux ressources. Des ressources financières et des ressources humaines. Les ressources humaines sont les ressources les plus importantes parce que c'est elles qui créent la richesse. Un État qui ne contrôle pas les grandes gueules est un État qui ne sera pas capable de générer des ressources financières. Oui. Ce contrôle n'a rien à voir avec la grève. Merci. L'objectif, c'est d'assainir le secteur de l'éducation pour s'assurer que tous les enseignants qui reçoivent un salaire mensuel dans le secteur de l'éducation aille en classe. Oui, mais à quelque chose, c'est vrai, à quelque chose, docteur, à quelque chose de malheur, certes, est bon. Mais vous nous signaliez tout à l'heure que les contrôles n'ont pas commencé maintenant, c'est depuis les années 80, je crois, sur 80 ou 90, 85. Ouais, 85, il y a certains qui ne sont pas nés ici. Sauf que ce contrôle structurel, ce contrôle a toujours eu lieu. Oui. Mais les mesures, les actions punitives comme celles que vous prenez maintenant là, n'ont jamais été, comment je vais dire, n'ont jamais pris place. Le contrôle a lieu. Les mesures correctives n'ont jamais été appliquées. Le contrôle a toujours eu lieu. Le problème a toujours été là. Je connais la réponse, mon cher Obi. Le timing, il fait son boulot. Oui, mais le timing, permettez-nous de vous dire que le timing nous gêne un peu. Depuis 85, il y a un contrôle dans un domaine. Il n'y a pas d'action punitive. En 2018, permets-moi. En fait, quelle que soit la durée, Roby, ce que je veux dire à la décharge de M. Bano, c'est que ce n'est pas quelque chose qui doit normalement déranger Aboubacar s'il a un souci et la bonne formation des élèves. Si. Il dit que ceux qui vont se présenter, si tu te présentes,
on te prend, on te donne ton salaire, donc ça ne doit pas poser. Effectivement, si des personnes sont décelées, des personnes qui ne répondent pas aux normes, ça doit même plaire à Bakar Souma parce qu'effectivement, il se bat et pour les enseignants, mais aussi pour une meilleure éducation. Donc, c'est pas une initiative de nature. Sauf que certainement que la mesure, elle est bonne et elle est antérieure à la grève, mais sauf qu'elle coïncide maintenant à un fait de grève. Et ces enseignants, ça commence à avoir, mais actuellement, si ça se poursuit, les enseignants qui répondent au nom du SLEG ne sont pas en classe, ils ne sont pas à leur poste. Ce que vous voulez, c'est que, étant donné on est dans une période de grève avec des discussions, que l'État arrête de travailler. Non, pas du tout. C'est pas la question. Alors là, pas du tout. Attendez. Loin s'en faut. Ce n'est pas du tout la question. La question n'est pas là. La question, c'est le timing. Aidez-nous de se situer dans le temps. Monsieur Roby, les grandes gueules. Chaque fois qu'il y a eu des contrôles de la fonction publique ou de la biométrie de la fonction publique, il y a eu des radiations. Demandez, tous les Guinéens savent que cela a eu lieu. Nous voulons qualifier le système. Nous sommes face à une situation aussi. Nous voulons qualifier le système éducatif. Tout le monde se plaint. Écoutez, moi quand je vous écoute, j'écoute votre radio, j'entends de la publicité d'écoles nouvelles qui sont créées. Vous savez, l'un des indicateurs pour faire sa bonne publicité, c'est quoi? Le directeur, il est camerounais, les enseignants, ils sont ivoiriens. C'est ça. C'est vrai. Attendez, ce que vous ne savez pas, entre 1960 et les années 70, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, les meilleurs enseignants du système éducatif étaient des Guinéens. Aujourd'hui, une école à Conakry, privée, ne peut pas avoir d'enfants à scolariser, disons, pour la trame la plus chère, s'il n'a pas d'étrangers dans son école. Ça ne vous gêne pas? Mais c'est une complexité, je suis désolé. Attendez, moi ça me gêne. Parce que les Guinéens ne sont pas bêtes. C'est le système qui a été... Les grandes gueules. Et il faut le remettre en place. Et je vais vous dire une chose. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce contrôle des effectifs, quand le processus va se terminer, l'informatisation réalisée, il y a une phase qui va commencer, qui est la phase de la qualification professionnelle. Tous les enseignants qui ont été retrouvés, quel que soit le lieu où ils ont été retrouvés, ils vont avoir une fiche dans laquelle ils vont indiquer le diplôme, le niveau de qualification, les stages et les difficultés qu'ils ont à la fois du point de vue académique et professionnel. Il y a une mission de l'OIF qui va venir et qui aura pour mandat d'aider la Guinée à qualifier le personnel du système éducatif. Qualification académique, qualification professionnelle. Cette phase, elle ne peut pas se faire si on ne connaît pas quel est l'ensemble du personnel du système éducatif. Et je peux vous garantir qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il est prévu déjà l'ensemble des ressources de ce que l'on appelle la ligne formation-recherche a été mise ensemble. L'objectif, c'est d'ouvrir ici des masters et des doctorats pour amener des enseignants de l'étranger afin de pouvoir assurer une qualification sur place. Parce que vous savez, le Guinéen, il est comme une flèche. Si vous l'envoyez à l'étranger, il va rapidement. Sauf que si vous ne partez pas le chercher, il ne revient pas. Bien. Donc, si on donne des boursiers, des bourses, les gens refusent de revenir. Donc, voilà pourquoi. C'est-à-dire, on ne peut pas améliorer le système si on ne connaît pas d'abord quel est l'état de l'état. Toucher la plaie, hein, c'est important. Docteur Bano, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, ma fille. Alors c'est pourquoi, à défaut de soutenir quand même cette réforme, Souma n'a pas à faire de ça l'élément. Qu'est-ce que tu as contre Souma? Non. Mais non, attendez quand même. Lamine, on dénonce, on veut des réformes. Et bien lorsqu'il y a des réformes, qu'on les accompagne. Qu'ils parlent des 8 millions, mais alors qu'ils ne fassent pas de ça un blocus pour aller au dialogue. La question que je veux poser. Mais c'est grave. C'est très grave, ma fille. Les grandes gueules. La question que je veux poser, c'est le travail qui est fait en amont. Aujourd'hui, vous nous donnez des chiffres tout à l'heure sur le niveau des enseignants au primaire, au collège, au lycée, à l'université. Après, ce sont quand même des profs qui sont déjà là et ils sont recrutés. Quel mécanisme est mis en place aujourd'hui? Parlez-nous de ce mécanisme pour nous donner quand même, avant que ceux-ci ne rentrent, pour nous choisir les meilleurs, ou bien c'est parce qu'à la base, on a le choix entre les mauvais? Non. Alors, regardez, la qualification, écoutez, il n'y a pas de mauvais Guinéens. Il y a des Guinéens qui sont victimes d'un système qui les a rendus mauvais. L'homme n'est pas bête. Chacun de nous
a des lacunes quelque part. Oui. Et il a des qualités sur d'autres aspects. L'objectif de la réforme globale d'amélioration du système éducatif, c'est d'offrir une formation à la carte à chaque enseignant. Non seulement il y aura un test diagnostique non éliminatoire, mais qui permet de déterminer les lacunes. Oui. Deuxième élément, tu auras la possibilité de faire un entretien individualisé pour dire, attention, vous m'avez dit je suis bon ici, j'ai de lacunes ici, mais moi je sais, vous n'avez peut-être pas trouvé que j'ai de lacunes dans l'utilisation de l'auxiliaire à voix. Ça veut dire que dans le programme de ta formation, on va inclure ces éléments. Ça a déjà commencé au niveau du supérieur, il y a déjà un premier groupe de professeurs formés pour assurer des cours de français dans les universités. Des grandes gueules. Vous ne le savez pas, mais ça a été fait. L'objectif final, ouais. c'est il n'y a pas de poubelle où chasser, où mettre les Guinéens. C'est d'amener tous les Guinéens, chacun en fonction de son niveau, pour passer les étapes. Parce que je peux vous garantir une chose. Il n'y a pas plus dérangeant pour un enseignant que d'être en situation de classe avec des lacunes. Tout le monde souhaite être bon. Et l'objectif de l'État, ces gens ont été recrutés, il ne s'agit pas de les sortir. Parce que même pendant la formation, ils ne quitteront pas leur salle de classe. Oui. Parce que sinon, on risque de les mettre dans une situation d'humiliation. Ça veut dire qu'ils ne vont pas en classe parce qu'ils sont en formation. Donc, les enfants pourraient dire qu'ils ne sont pas bons. Non, ils vont être formés, mais en même temps, ils vont continuer leur processus pédagogique. Parce qu'on va améliorer à la fois la qualification du personnel de l'éducation, mais on va améliorer aussi la qualification de l'administration scolaire, mais aussi on va améliorer la qualification des apprenants, c'est-à-dire des élèves et des étudiants. Bien, voilà. Allez-y Moussa Moïsila. C'est un excellent travail s'il aboutit. Parce que c'est un cheminement, c'est un mécanisme. Il faudrait que véritablement que tous les acteurs jouent leur rôle. Que l'inspection, plus tard l'inspection d'État, des grandes gueules, pour pouvoir finir ce travail. Mais en même temps, au moment où vous êtes en train de faire ce travail d'épuration, il y a à côté une poche de dépenses parallèles que l'État est en train de créer de façon vraisemblable. Bien sûr, d'engager. Il s'agit d'engager comme ça, à la volée, des gens qui ont certes fini l'université pour certains, pour venir enseigner parce que des enseignants répondent au mot d'ordre de grève lancé par le SLEG. Ce sont des gens qui doivent être payés. D'où est-ce qu'on va puiser cette nouvelle dépense pour pouvoir faire face à cette charge-là? C'est la question que je me pose. Il y a un jeune dans le quartier qui a fini depuis 3 ans. Il a fait biologie, certes, mais il a un télécentre. Depuis 3 ans, il n'a pas enseigné parce que finir l'université et enseigner, c'est quand même 2 choses différentes. Mais il a été pris pour aller donner cours dans une école publique parce que tout simplement on a envie de boucher de trop. Est-ce que vous avez pensé que cette nouvelle dépense-là, parallèle, peut avoir des répercussions sur le bon travail que vous êtes en train de mener? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'économies quand même. Je pense que je suis dans l'obligation de me répéter. Ouais. C'est pédagogique. C'est des grandes gueules. Non, attendez. Oui, ok. Des grandes gueules. Le travail, oui, c'est ça. Le travail conjoncturel et le structurel ne sont pas dans le même timing. Mais nous sommes, et ça c'est le mandat de la présidence, dans du structurel. Le conjoncturel est passager. Répercussions, Dr Bano. Il s'agit des ressources financières, des ressources de l'État. Parce que pour faire face au travail conjoncturel dont vous venez de nous parler, mais il faudrait faire face, ce sont quand même des dépenses. C'est difficile. Oui. C'est difficile à mon niveau de connaissance et de responsabilité de pouvoir parler au nom du ministre du Budget, au nom du ministre des Finances, vous êtes au nom du le conseiller. Voilà, c'est important. On doit avoir, je veux dire, tous les aspects. C'est très important. C'est pas n'importe quoi. Conseiller à la présidence de la République, chargé de l'enseignement supérieur. C'est pas rien, hein, mon cher Tamba. Alors moi, j'ai envie de dire, il peut ne pas parler de finances. Comment ça? Mais il peut parler de qualité. Vous n'avez pas dédouané comme ça? Non, je ne le dédouane pas. Je ne le dédouane pas. Vous allez suivre tout à l'heure. Oui. Il parle de mesures conjoncturelles, de mesures structurelles. Je veux simplement vous rappeler, parce que c'est le tête du président. C'est important. Je veux lui rappeler à lui que ces différentes observations peuvent s'imbriquer. Le structurel et le conjoncturel peuvent à un certain moment s'imbriquer et ce conjoncturel peut influencer
le structurel. La question que je me pose ce matin, d'ailleurs il s'agit de 2 questions. La première, qui vient compléter celle de Moussa Moïse, c'est que vous engagez des gens qui ont chômé pendant plusieurs années. Nous avons tous un parent qui est concerné par ce recrutement. Personnellement, j'en ai un qui vient de trouver du travail grâce à la grève d'Aboubacar. Les grandes gueules. Mais pendant un long moment, elle est restée sans travailler. Ouais. Est-ce que cette chasse de qualité que vous êtes en train de faire par ce travail ne va pas souffrir de ces nouveaux engagements? Côté qualité, c'est là ma question. La deuxième question, il y a cette vague d'inspecteurs qui est sur le terrain. À partir d'hier déjà que le communiqué a été pris, contrôle physique. Pendant ce temps, des enseignants du SLEG sont à la maison. Ils ne viennent pas en classe. Est-ce que si ce contrôle est effectué pendant cette période de grève, on ne va pas aboutir à une suppression simplement d'emplois pour fait de grève? Est-ce que ça, ce n'est pas, ça ne va pas contre la mesure de la grève à laquelle on souscrit ces travailleurs-là? C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question en même temps. Il est comme ça avec Moussa Moïse en fait. Mais il faut être vraiment concentré. Oui, parce que voilà. Alors, allez. Oui, alors, écoutez, le conjoncturel est géré par les ministères sectoriels. OK? Les grandes gueules. La présidence s'occupe du structurel. Vous savez, j'ai entendu une question. Qu'est-ce qui vous permet de penser que... Écoutez, depuis qu'on a commencé, depuis que j'ai commencé à travailler dans la commission de réflexion, avant d'être promu au poste de conseiller, j'ai passé ici, je crois, 2 ou 3 fois, j'ai passé dans d'autres radios. Les Guinéens sont devenus très sceptiques. Dès que vous dites on va changer quelque chose, tout le monde dit mais non, ce n'est pas possible, on ne changera rien. Vous vous rappelez, j'ai passé ici, je vous avais dit qu'on va changer. Vous n'avez pas cru. Tout ce que je vous avais dit, on l'a fait. Parce que je ne parle pas sur la base de ma propre information. Je parle parce que je suis mandaté. Ce que je dis n'est que l'expression de la volonté du président de la République. Donc, les réformes, elles vont avoir lieu. Ne vous faites aucun souci là-dessus. Tout ce qu'on avait dit, ça s'est passé. Qualifier le système est une priorité du président. Parce qu'il a rencontré plusieurs situations dans lesquelles lui-même s'est retrouvé gêné par rapport au niveau de qualification du système éducatif. Si vous voulez discuter des affaires conjoncturelles, appelez les ministères sectoriels. Pas la présidence. Nous sommes dans le structurel. Les grandes gueules. Je comprends tout ça parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, hein, c'est très important. Tantôt du côté du ministère, j'ai pas envie de faire de jaloux ce matin. Vous savez très bien que ce que je dis c'est vrai. Peut-être le ministre pense qu'il va prendre sa place, enfin, ça part dans tous les sens. Allez-y mon cher ami Roby. Je comprends, c'est une patate très très chaude. Mais c'est vrai. Finalement chacun dans son domaine. C'est vrai. Chacun dans son domaine. Je parle de Sangaré entre autres. Même si Hiro il va pas penser comme ça, mais bien sûr que c'est vrai. C'est la vérité. Allez-y. Si vous n'avez pas confiance à votre background, c'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Si vous n'avez pas confiance à votre background, c'est normal que vous tremblez dans votre fauteuil. Cela ramène d'ailleurs la question de savoir, docteur Bano, vous parlez tout à l'heure là de la lancée des flèches et du non-retour. Eh bien, si la flèche se fixe à la planche la plus intéressante, elle ne reviendra pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est notre capacité d'attractivité de la fonction publique? C'est bien qu'on envoie des étudiants. Il y a pas mal de Guinéens à travers le monde qui ont fait de grandes études, qui sont titulaires de doctorats. Le vôtre, on ne va pas le mettre en doute, mais il y a beaucoup de doctorats ici actuellement, point d'interrogation. Quelle est l'attractivité de notre fonction publique pour pouvoir... Oui, mais c'est vrai. J'ai bien compris. Il faut qu'on sorte la liste des docteurs et des vrais docteurs qui sont en Guinée. Quelle est l'attractivité de notre fonction publique aujourd'hui? Je vais vous dire. À un moment donné, si vous vous rappelez, il y a eu un avec un salaire tel que le vôtre, vous débaucherez pas un docteur dans votre trempe aux États-Unis, en France, en Belgique, etc. pour le ramener ici. Allons-y. Les grandes gueules. Allons-y. Je vais vous expliquer. Vous vous rappelez, il y a une année, je pense, le ministre de l'Enseignement supérieur avait signé un arrêté conjoint qui révalorisait considérablement les primes des titulaires du doctorat à l'enseignement supérieur. Malheureusement, les assistants étant plus nombreux, vous savez, c'est un peu comme dans la Grèce antique,
quand il y a beaucoup plus d'esclaves que de nobles, les esclaves peuvent se révolter et détruire les nobles. Ils ont voulu aller à la grève et en réalité, le ministre a abrogé, annulé tous les pays pour amener de la qualité dans le système éducatif, en tout cas au niveau de l'enseignement supérieur, ont utilisé les mêmes stratégies. L'attrait financier. L'arrêté qui avait été élaboré, qui avait été promulgué par les ministres de l'économie et des finances et de l'enseignement supérieur permettait en réalité de ramener la quasi-totalité des Guinéens titulaires d'un doctorat qui sont à l'étranger. Parce que je vous dis encore une fois de plus, 15 millions en Guinée a un pouvoir d'achat supérieur à 1500 € en France. Ouais. Donc, et ça, on va le ramener pour le remettre en place, pour permettre... Vous avez plein de jeunes Guinéens en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas la possibilité d'être assistants et qui ont le doctorat. Au Sénégal, la même chose. Tous ces pays ont utilisé. Vous avez raison, on va utiliser. Maintenant, si vous voulez connaître si quelqu'un a le doctorat ou pas, mais c'est très simple, Roby. S'il a fait ses études en France, vous partez dans un site qui s'appelle SUDOC, Système universitaire de documentation, SUDOC. Et vous tapez son nom. Voilà, c'est simple. Si c'est aux États-Unis, vous demandez l'université dans laquelle il a étudié, vous partez sur le titre et vous tapez son nom. On vous sortira, y compris sa thèse. Voilà, Docteur Bano, notre invité ce matin chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Maître Matos, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. D'abord sur la grève au sein de l'éducation, vous avez écouté Abakar Souma et le SLEC qui continue donc, qui insiste pour exiger de l'État le paiement d'un salaire de 8 millions. Bien vrai que c'est pas un point non négociable. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? La réalité sur le terrain, à maints endroits dans notre pays, les enfants de Guinée ne vont pas à l'école. Écoutez, je vous remercie. D'abord, il faut camper le décor. Vous savez, le secteur de l'enseignement et le secteur médical, c'est des secteurs de services publics très sensibles. Donc aujourd'hui, nous assistons à des problèmes récurrents qui reviennent toutefois. Ces négociations datent de longtemps, mais je crois que les curseurs ont bougé. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, si les curseurs ont bougé, c'est que les partis en face sont prêts à s'écouter. Le problème, il a dit tout à l'heure qu'en bas, c'est pas un problème de l'enseignement, c'est un problème du fonctionnaire. Le problème, c'est le pouvoir d'achat dont M. Souma vient de parler. En fait, c'est un pouvoir d'achat qu'il faut mutualiser. Quand il parle de panier de la ménagère, vous pouvez augmenter à 100 000, à 8 000, à 9 millions. Si en face, le prix du riz augmente dans la même proportion, vous retrouvez les mêmes causes amenant les mêmes effets. Effectivement. Donc aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les enseignants et les partis ou les couches les plus défavorisées sur le plan des services publics sont prises en charge par une mutualisation. Le droit à la santé, le droit à l'école, le droit au logement. Donc tout cela, mais cela n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Les grandes gueules. Donc aujourd'hui, je pense que, à écouter monsieur... Donc vous pensez que c'est sous ces registres que l'État devrait jouer pour exactement. Moi, améliorer les conditions de vie. Parce que vous ne pouvez pas, les mêmes causes amènent les mêmes effets. À 8 millions, les 8 millions, je pense, je n'ai pas encore le... Et quand on me dit que les 8 millions... c'est disproportionné, c'est par rapport au budget. Quand vous dites, par exemple, quand vous vivez au-dessus de vos moyens, c'est l'État de pas vivre au-dessus de vos moyens. Mais qu'est-ce que là, mais d'abord, il y a l'écoute. J'ai parlé des médiateurs qui ont mis leur science au profit pour que la cité soit apaisée. Mais aujourd'hui, si les curseurs bougent, tant mieux. Mais il faudrait, entre le message et la méthode, dans le message, il faut s'écouter. Dans la méthode, il faut aller plus loin. Je pensais que 8 millions, c'est raisonnable. Le président de la République parle de revendications fantaisistes. Non, je ne dis pas que les 8 millions sont excessifs. Il faudrait voir comment les compenser en pouvant mutualiser certains accès aux services de justement, voilà. Justement, vous me tendez la perche parce que cela revient un peu à la proposition du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui parle d'une tournée à l'intérieur du pays pour rencontrer les enseignants et leur proposer, en lieu place de l'augmentation de 8 millions de francs guinéens comme salaire de base, la construction des logements sociaux et l'augmentation du budget
de l'éducation, mais ce budget-là va évidemment servir pas à augmenter les salaires, mais à construire des logements pour des enseignants. Est-ce que cela, selon vous, peut améliorer les conditions des enseignants? C'est ma première question. Deuxième question, pour aller vite sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de messages, les explications, on trouve un peu les explications simplistes de deux côtés. C'est un couteau à double tranchant, d'où je rejoins le commentaire de Tamba tout à l'heure. C'est vrai que l'État doit faire face à la revendication des enseignants qui demandent quelque chose, mais l'État aussi doit faire face à l'irritation des parents d'élèves qui sont lassés de voir les enfants à la maison. Et donc, entre les deux mesures, est-ce que finalement, c'est pas un couteau à double tranchant, ce problème? Je commencerai par votre deuxième question. Quand je parlais de la notion du service public, tout à l'heure, on a parlé de réquisition pour pouvoir accéder à ce service public. S'il y a des grèves, donc il y a rupture de contrat, en fait, il n'y a pas d'enseignement, l'État, en tant qu'employeur, parce qu'il ne faut pas voir l'État en tant que gouvernement, il faut pas en tant qu'employeur, c'est une entité. Effectivement. À partir de ce moment-là, l'État a le devoir d'ouvrir les classes pour que les élèves aient un service minimum. C'est comme dans les hôpitaux ou dans les centres de santé. Mais qu'à cela ne tienne, il a parlé de logements sociaux. Les logements sociaux n'est qu'un élément pour de l'amélioration de la condition de vie. Et quand on dit logement social, ça ne va pas se décréter comme ça. On ne voudra pas des maisons bondir du sol dans toute la Guinée. Mais dans le logement, il y a plusieurs paramètres. Il y a l'accès d'abord à la propriété. Peu de Guinéens aussi fonctionnaires n'ont pas la propriété. Moi, je sais de quoi je parle, je suis notaire. Vous êtes notaire. Donc, l'accès à la propriété doit. Et l'État est le plus grand propriétaire du non bâti. Dans toute la Guinée, je le sais, puisque l'État a la possibilité, au niveau des parcelles assainies, d'habiter 60 000 logements. C'est un début, c'est pas beaucoup. Entre 60 000 logements, le gouvernement a annoncé 100 000 logements. On doit commencer déjà à pouvoir demander aux fonctionnaires. Parce que il faut savoir aussi, il faut pas, c'est pas du gratuit. C'est pas du gratuit. Ouais. Il faut subventionner au maximum. L'acquisition fonctionnaire doit être subventionnée, les VRD, c'est-à-dire que les routes et l'assainissement doivent être subventionnés, mais ensuite les grosses œuvres. Mais cela doit se faire à des fonctionnaires qui sont capables, dans leur durée de vie de travail, qu'ils puissent payer ce qui leur revient. Et cela, c'est tout un mécanisme. Il y a les banques qui doivent rentrer en cours de compte, mais je pense que la primature, d'après ces annonces tout dernièrement, là, vous posez une question intéressante, parce que quand on prend la moyenne d'âge des enseignants qui sont en pratique aujourd'hui, ça pose un doute sur leur capacité à pouvoir rembourser une maison, sur la durée de travail. Vous vous souvenez du BARAF, où on avait essayé de pouvoir demander à ceux qui n'ont pas assez de vie de pouvoir démissionner, de faire des retraites anticipées, et à la clé, on leur donnait, pour le fait d'avoir laissé de la place aux jeunes qui arrivaient, on leur donnait plus de facilité d'avoir accès à ce qu'on leur proposait. C'est un mécanisme qui se dessine, mais l'essentiel que cela soit mis en place est que le gouvernement et les institutions privées qui sont les institutions bancaires et l'État puissent pouvoir avoir une visibilité. Parce que le problème, quand j'ai des messages et méthodes, il ne faut pas dissocier les deux. Dans le message, il faudrait que les partenaires puissent avoir une visibilité de ce que chacun doit s'attendre. Dans la méthode, il faut que chacun respecte ses engagements. Bien. Allez-y, Tamba. Alors moi, écoutez, Abouakar Souma, ce matin, et même d'autres, moi j'ai envie d'avoir votre avis sur ce sujet. On a comme l'impression que ce dont il parle côté loi, donc l'encadrement juridique autour du fonctionnaire n'est pas suffisamment maîtrisé par ceux-là qui parlent au nom des enseignants aujourd'hui. Que faut-il faire? Est-ce que ce n'est pas déjà le véritable premier problème si l'on ne s'accorde pas sur les principes qui nous régissent tous avant d'en venir même à la négociation sur les points d'achoppement? Vous savez, Abouakar Souma, il a une posture de syndicaliste. Mais ce n'est pas tous les enseignants qui sont syndicalistes. Donc, la manière de traiter un syndicat en temps de grève n'est pas la même manière qu'on traite un employé ordinaire. Donc aujourd'hui, je dis, nous sommes dans le cadre d'un service public très sensible. Il y a un service minimum qu'il faut assurer. Vous l'avez dit tantôt, à partir du moment que vous grévez, vous suspendez votre prestation, en fait, au niveau du contrat de travail, vous suspendez. Donc il y a des lois le code de travail s'impose à tout le monde. Ouais. Ce dont tu parles, les ratifications des conventions internationales, mais elles sont là. Mais d'abord, le code du travail réglemente ça. Donc il faudrait que les enseignants soient conséquents. La suspension des salaires, si ça respecte la procédure, elle est possible. Et le service minimum, que l'État a le devoir d'amener ses enfants en classe, ça c'est dans les procédures, c'est normal. Donc moi je souhaiterais qu'on aille au-dessus de ça et qu'on puisse faire bouger les curseurs, que les gens s'écoutent. Et qu'il a dit tout à l'heure, je l'ai écouté, que les 8 millions, c'est pas mordicus, passez-moi l'expression, d'avoir les 8 millions. Ouais. Je pense qu'il pense à une mutualisation
mutualisation de leurs conditions de vie. Eh bien, Maître Alfred Matos, président de l'Union pour le progrès de la Guinée, notre invité en ce mercredi. Allez-y, Moussa Moïse. Le mécanisme qui a été ficelé en ce qui concerne ces logements sociaux en faveur des fonctionnaires, notamment les enseignants, parce que j'ai pu me rendre compte qu'on voulait privilégier les enseignants d'abord, parce que c'est eux qui sont dans la grogne. J'ai vu que c'était quand même un mécanisme bien ficelé. D'abord entre l'État, et également entre l'État, les acteurs qui interviennent dans l'immobilier, mais aussi les institutions de banques primaires qui sont sur place. Donc, si ce qui est sur papier se matérialise sur le terrain, ça peut au moins changer un peu la vie, la condition de vie des enseignants. Maintenant, moi, la question que je me pose après l'intervention d'Abaka Souma, c'est est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de procéder à une certaine pédagogie de la part du gouvernement auprès des syndicalistes du SLEC afin que de façon claire et sur la base de la loi, que chaque parti puisse se rendre compte quelles sont ses compétences, quelles sont ses limites en temps de grève, et le gouvernement également, quelles sont les mesures que la loi lui confère lorsque des enseignants sont en grève. Vous n'avez pas décelé cela parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des principes légaux qui sont ignorés de part et d'autre. Oui, moi je dirais, je transmettrais ça en démocratie ultralibérale et en démocratie constructive. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces tensions qui ont pour règlement dans la rue, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a une défiance entre l'administrateur et l'administré, il y a même une défiance entre le politique et les électeurs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention. Nous sortons d'une période très longue, on vient de fêter les 60 ans de notre indépendance, 25 ans de PDG et 24 ans du PIP. Nous avons une démocratie jeune de 10 ans, je ne fais pas l'avocat du diable, je dis, il faudrait que les gens qu'on fasse très attention. D'abord, j'ai dit, il ne faut pas dissocier entre le message et la méthode. Le message, vous l'écoute. Il faudrait que la pédagogie puisse être de mise. Quand il dit, par exemple, qu'il prend un exemple d'imager de l'hélicoptère, de la voiture, ou je dis non. Je dis, il ne faut pas aller trop loin. Même au paradis, il y a les classes d'affaires et les classes économiques. Je ne fais pas de blasphème. Mais je dis sincèrement, il faudrait pas il faut que chacun prêche pour sa chapelle. Il a une posture de syndicaliste. Il doit revendiquer une corporation qui est noble, puisque nous sommes tous des anciens élèves, et donc nous avons des enfants, nous sommes des parents d'élèves, donc il n'est pas question de pouvoir, et c'est un service public très sensible. Donc il faudrait que le curseur bouge. S'ils ont choisi d'avoir la CREI, c'est un sacrifice déjà primaire. Ça, c'est un sacrifice déjà primaire. Au-delà de ça, on n'a pas de faire le sacrifice ultime, de sacrifier leurs conditions de vie, parce qu'effectivement, quand ils sortent de la maison, ils ont une famille, des enfants, mais il faut mutualiser la condition de vie, particulièrement des enseignants et des médecins, et d'une manière générale des fonctionnaires. Bien, Maître Alfred Matos, président de l'UPG, notre invité. On va s'intéresser à d'autres facettes de l'actualité, s'il vous plaît. Avec la politique, le ministre de l'administration du territoire qui a décidé de suspendre le processus d'installation des conseils communaux. Il y a des raisons qui sont avancées, l'accès à certaines zones, mais également certains conseillers qui seraient en train de mourir. Il y a ce que nous savons aussi, parce qu'il y a bien entendu ces violences-là qu'on a pu enregistrer à Lola, mais également les tensions du côté de Kindia. D'abord, commencez par nous dire, est-ce que l'UPG est concerné par ces accords qui ont été signés par l'opposition, et comment est-ce que vous analysez aujourd'hui la situation sur le terrain? Après, nous ne sommes pas partie prenante à aucun contentieux électoral, ça je vous l'avoue. Nous avons participé au communal, nous sommes le petit poussé de la politique guinéenne, ça je vous le dis. Nous avons 2 députés à l'Assemblée. Au niveau des communes, nous avons eu Gouéké et Zor, nous sommes en à Bossou, mais je pense que, comme il l'a dit, ça a été reporté, donc ce qui a été fait là-bas n'est pas de rigueur. Ce que je dis simplement, c'est que c'est le respect de la loi. Et nous avons assisté, en fait, comme dire l'autre, c'est le problème des riches. Les grands partis se sont mis à faire un compromis au détriment de la loi. La loi disait quoi? Si le juge tranche, c'est sans appel. Mais il y a des recours avant le juge, avant qu'il ne prononce, on pouvait le récuser. Ceux qui doutaient de la fiabilité de leur jugement pouvaient récuser ces juges-là. Mais à partir du moment où le juge a tranché et qu'il y a des remous, et qu'ils ont décidé de se repartir les différentes communes, les différentes circonscriptions, mais le bas blesse où? C'est la légitimité, le socle de légitimité de leur décision. On se rend compte qu'aujourd'hui, que
que les citoyens n'adhèrent pas, de ne pas obéir. Parce qu'on oublie souvent que ces élections, c'est des élections de proximité. C'est comme dirait quelqu'un d'autre, c'est à la tête du client. C'est pas parce que vous appartenez à l'UFDG ou à RPG, mais ce que vous apportez à la cité, que vous avez apporté à la cité hier, aujourd'hui et demain, que les citoyens voient. Mais aussi, il y a des connotations que je déplore communautaristes. Ça, il faut arrêter. Ça, c'est des instrumentalisations. Moi, je sais que dans les villes comme Conakry, il y a des sous-sous malins qui peuvent se côtoyer nous tous les jours, ils ont les mêmes problèmes. Donc, quand vous avez les mêmes problèmes, c'est sincèrement, vous devez avoir les mêmes visions. Donc aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation qu'on fait pour dire qu'un sous ou un peu ne peut pas d'Akindia ou vice-versa, mais il faut arrêter. Mais c'est aussi la faute de ces, entre guillemets, ces petits partis qui n'ont pas fait assez pour défendre leurs droits. Il s'agissait quand même d'une élection communale. Et tous les partis politiques qui ont pris part à ces élections, qui n'ont pas été associés à l'accord, au deal politique qui a été signé, auraient pu faire beaucoup, en tout cas je refuse beaucoup pour se faire entendre, afin que ce ne soit pas des accords signés entre deux grands partis qui s'appliquent à tout le monde. Non, écoutez, vous savez, ceux qui étaient invités à cette table de négociation, c'est des partis qui avaient des contentieux. Vous avez des contentieux. Oui. Donc vous ne pouvez pas vous diriger à être sur une table de négociation si vous n'avez pas de problème. Mais les répercussions, ça vous touche ou pas? Non, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Comment vous pouvez... On ne peut pas sceller votre sort entre quatre murs parce que vous n'avez pas à l'heure de revendication et que ces conséquences réjaillissent sur vous et que vous puissiez, en fin de compte, réagir tardivement. Voilà. Vous aurez pu, au moment où le sort est en train de se sceller, vous aurez pu quand même faire quelque chose. Mais je m'en doute, je comprends votre question. Il ne faut pas qu'une majorité soit otage d'une minorité. Ça, je comprends votre question. Oui. C'est vrai, mais vaut tard que jamais, je dis et je répète que ce contentieux a été réglé à la manière dont que vous avez connu. Mais aujourd'hui, nous sommes très surpris de donner une date du 5 et encore d'un report. Il y a un problème. Et ce qu'il faut dire aussi, malgré la décision de suspension, hier, il y a eu la mise en place du conseil communal de Dabola. Il y a eu la mise en place du conseil communal il y a 2 jours, au dimanche de Bossou. Oui. Donc, vous voyez, donc, il y a 2 poids 2 mesures. De se faire sur la base de la loi. Mais je l'ai dit dès le départ. La loi a été biaisée en amont déjà. À partir de ce moment-là, le citoyen, je vous dis, il y a une défiance aujourd'hui. Le citoyen, en regardant les acteurs politiques, en regardant ceux qui gèrent notre cité, se disent qu'ils sont laissés pour compte. Donc aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tous les excès. Mais gardons, raison bien gardée, il faudrait croire aujourd'hui à notre démocratie et avançons. Donc je pense que... Le deal, Moïse en parlait, je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Kindia, c'est bien sûr la réaction de ces partis politiques, entre guillemets, dits petits, qui essayent, n'est-ce pas, de se venger parce que c'est l'UDG qui veut présenter sa candidature là-bas, c'est pourquoi il y a problème. L'autre chose que je voudrais très bien comprendre, vous qui êtes de l'UPG, vous avez indiqué où vous avez, n'est-ce pas, la possibilité de diriger des communes. Mais là où vous n'êtes pas en position de force, quelle direction vous prenez? Comment est-ce que vos conseillers réagissent par rapport, bien naturellement, à ces deux grands partis politiques? D'abord, le code électoral est clair. La loi est claire. C'est celui qui a plus de conseillers communaux qui a prétendu avoir le maire. Quand on parle de petits partis, je ne pense pas qu'un petit parti qui a 2 conseillers par rapport à 17 conseillers de part et d'autre puisse prétendre avoir... sauf si il y a je parle de socle de légitimité, sauf s'il y a une indiscipline partisane de certains comment on appelle ça, de certains membres de partis. Mais aujourd'hui, nous, là où nous ne sommes pas en position de force, nous faisons des alliances intelligentes. L'UPG a toujours fait des alliances intelligentes. C'est pour cette raison que nous prenons le centre. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'a priori avec quel que soit le parti. Là où nous pouvons avoir une position une bonne position, nous faisons ces alliances-là. Mais a priori, nous faisons une alliance avec l'UFR. À défaut de l'UFR, nous allons avec les partis qui nous tendent la main. Donc c'est du donnant-donnant et du gagnant-gagnant. Allez-y, Roby. Un autre aspect de l'actualité, vous avez certainement suivi la guerre des tranchées au niveau de la Cour constitutionnelle. Finalement, le président Bangoura a été installé dans ses fonctions. Monsieur Kele Fassal a été éjecté de là avec beaucoup de suspicions sur la gestion, une gestion un peu opaque et une gestion un peu mauvaise de l'économie de la Cour constitutionnelle. Alors, vous qui êtes certes, votre fonction cohabite avec la maison, même si vous n'êtes pas de la Cour constitutionnelle, quel regard portez-vous? Est-ce que ça vous rassure, non seulement en tant que politique, notaire, est-ce que ça vous rassure ce qui se passe? Et vous pensez qu'il y a des velléités de troisième mandat derrière tout cela? Écoutez, d'abord, je dirais que les fondamentaux d'une république, ce sont les institutions fortes.
Et quand on dit institutions fortes, c'est des hommes qui les incarnent, hommes et femmes. Donc, ça, c'est un postulat immuable pour toute république. Par conséquent, au niveau de la Cour constitutionnelle qui obéit à des règles strictes et rigoureuses. Je m'en doute, je passe le mot rigoureuse ajouté, mais aujourd'hui, vu de l'extérieur, vous avez en termes de symbole, vous savez, nous sommes dans une domaine très sensible. La Cour constitutionnelle est censée statuer sur la constitutionnalité de nos lois. Donc, c'est un domaine très sensible. Partout, mais c'est même pas propre à la Guinée, partout, la Cour constitutionnelle est une bataille de tranchées, vous l'avez dit. Si sur 9, il y a 8 qui décident par rapport à ceux qui reprochent à leur président de la Cour, cela doit se faire dans les règles de l'art. Il semblait qu'il y a eu un arrêt que j'ai vu. Si l'arrêt décide que le président doit être déchu de ses fonctions, mais c'est pas pour autant qu'il perd la qualité de membre de la Cour. Mais il y a des recours aussi. Il y a des recours. La Cour suprême est là pour recevoir tous les recours qui sont liés à ce traitement. Mais le président de la République a balayé cette posture-là, cette affirmation hier. Oui, mais cette position défendue plutôt par des juristes. Il dit que la Cour suprême n'a pas du tout à se mêler des affaires de la Cour constitutionnelle. Si elle est saisie, elle peut se mêler. Le président dit elle ne peut pas s'autosaisir. Non, attends, je dis, moi je parle en tant que juriste. Vous l'avez suivi ou pas? Elle ne peut pas s'autosaisir, mais la Cour suprême, de tout ce qui relève de contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, les textes sont clairs. On peut la saisir. Mais on ne peut pas s'autosaisir, c'est ça. Il faut faire la nuance à ce niveau. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas lancer l'anathème de suite aux membres de la Cour suprême. Il y en a 9, il y en a 8 qui sont d'un côté, il y en a un. Donc, et nous sommes dans une démocratie, je dis, il faut faire attention entre la démocratie ultra-libérale et la démocratie constructive, c'est la loi du nombre. Si les 8 ont décidé... Mais est-ce que ça vous rassure tout ça? Non, le rassurer, c'est pas... La Cour constitutionnelle, à vos yeux, est-ce qu'elle est toujours crédible? Elle est sortie quand même avec fragilisée. Membres, ceux qui restent, qu'elle est Fassal qui est descendu de son fauteuil, qui reste membre, bien entendu. Mais avant, l'éligibilité... Est-ce que c'est une Cour qui rassure, honorable, qui est respectable, crédible à ce jour? Je dis tantôt, les institutions qui sont les fondements de notre République doivent être incarnées par des hommes et des femmes qui incarnent leurs fonctions. Je n'ai pas d'a priori, puisque d'abord, au niveau de leur éligibilité, ils ont prêté serment, ça c'est d'un. Ensuite, ils sont membres de la Cour. Donc, les qualités d'être membre de la Cour n'est pas en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être ça dans le fonctionnement. Mais nous n'allons pas très vite en besogne. Mais ce qui est un point de mire, en fait, au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est le 2020. Faut pas se cacher, faut pas que l'arbre cache la forêt. Aujourd'hui, s'il y a des suspicions où il y a beaucoup d'encre qui coule à ce niveau, c'est parce que on se demande qu'est-ce qui va se passer s'ils sont saisis pour la constitutionnalité un possible référendum pour changer la Constitution. Vous soupçonnez un agenda caché? Non, je ne soupçonne pas. Je dis, je suis politicien, j'essaie de donner les éventails des uns et des autres. Donc l'agenda caché, je ne peux pas le confirmer. Je dis, tout l'enjeu de la Cour constitutionnelle se situe à ce niveau. Bien. Notre invité, Maître Alfred Matos, président de l'UPG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Avec notre invité, mesdames et messieurs, ce matin, dans cette émission Les Grandes Gueules, Jacques Lewalino, nous avons donc le directeur de communication de PEDN, c'est bien cela, voilà. Parce qu'il y a deux failles en fait. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité, c'est bien sûr d'abord l'installation de ces exécutifs communaux. On connaît déjà la position du PEDN. Vous n'avez pas accepté les résultats. Mais est-ce que vos conseillers acceptent quand même d'être installés? Écoutez, nous sommes déjà dans la dynamique. Vous savez qu'après une élection, on prend une position politique, ce qui est tout à fait normal. Nous condamnons les résultats. Mais nous sommes un parti républicain. Lorsque les textes de loi s'imposent sur nous, on assume. On ne veut pas rentrer en rébellion en allant contre le processus légal qui est en place. Oula, ça glisse. Donc, ça ne glisse pas. Ça glisse pas. Pour l'Assemblée, vous n'avez pas fait la même chose. Aujourd'hui, vous acceptez que vos conseils communaux prennent fauteuil sous argument que la loi s'impose. La loi a toujours été existée. Chez nous, l'une des règles d'or, c'est non seulement la cohérence dans l'action, mais également
l'oreille toujours tendue vis-à-vis des militants. Aujourd'hui, quand la question s'est posée, nous avons consulté les militants. Ce sont eux qui nous ont dit, les conseillers nous demandent d'aller siéger, nous les soutenons, ils vont aller siéger. Avec les députés, c'est le même processus qu'on a engagé. Les militants nous ont dit, on ne siège pas à l'Assemblée, on a suivi ça. Vous voulez qu'on prenne une décision je vous dis, je vous regarde dans les yeux, je ne vous crois pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Permettez-moi de poser cette question. Permettez-moi de poser cette question, Faya. Oui, mais à la voix des millions de militants. Excusez-moi. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, là n'est pas la question. Ce sont les militants qui nous ont dit, va aller en compétition pour diriger certaines communes. Je suis dessus et choqué, François Bruno. Non mais attendez quand même quoi. Non mais attendez. Pas une partie choquée. Non mais permettez-moi. Je suis déçu et choqué. Absolument, permettez-moi de poser cette question. Permettez-moi de poser cette question. Les militants, monsieur, leur droit. Les responsables du PDN ont leur droit d'assumer et de garantir le choix effectué par des militants. Alors on va poser. Alors je vais poser cette question. Tous les partis politiques, évidemment, les militants sont toujours les accusés parfaits. Est-ce que on n'est pas en train d'entrevoir un changement de position? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous assoupir tout petit à petit? C'est toujours comme ça. On dessine le serpent très facilement pour définir la position de quelqu'un. Nous sommes le parti le plus cohérent. Je le dis avec fierté. Au lendemain des élections, nous avons condamné les résultats comme tous les partis politiques. Je ne crois pas s'il y a un parti politique qui n'a pas remis en cause les résultats de ces élections. Même la mouvance présidentielle, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, vous entrez dans un processus où ceux qui sont élus sont des militants. Vous n'allez pas quand même prendre une décision à partir de Conakry ici pour dire oui, n'allons pas siéger, ainsi de suite. Il faut écouter ceux qui soutiennent le parti à la base. Le parti, ce n'est pas Bruno, ce n'est pas M. Lansana Kouyaté seulement, ce n'est pas Sissé ou bien Elhaj Khalil. C'est tous ces militants. Donc il faut les écouter et il faut choisir le plus souvent la marche à suivre en fonction des opinions qu'ils expriment. Bien. À vous. On espère que c'est comme Ali Ouba, BL. Modèle. Allez-y. Le PDN, ce qui s'impose à vous maintenant, c'est la loi ou c'est une entente entre partis politiques? Parce que ce dont il s'agit maintenant... il faut le dire, pas une entente, un deal politique. Bah oui. Et est-ce que l'application de ce deal... Les grandes gueules. Sa matérialisation... Avec qui? Non, mais il y a quand même eu signature d'accord pour que entre deux partis politiques. Voilà, pour que certains puissent désister au profit de d'autres. Non. Écoutez, c'est deux choses complètement différentes. Le PDN n'est signataire d'aucun accord dans le cadre de ces élections communales. L'accord qui a été signé entre l'UFDG et le RPG a des impacts sur le PDN. Là où vos conseillers auront des aspirations, je pense que ce deal politique-là peut réjaillir sur eux. Non, pas du tout. Bien sûr, mais quand même, Faya Bruno. Les communes, je vais encore rappeler une chose, parce que on a écouté beaucoup de personnes dans ce studio qui ont essayé d'interpréter cet accord. Le texte que nous avons lu, c'est un accord signé entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Mais dans le contenu, il y a l'opposition qu'on a tenté d'engager. Alors, si on tente d'engager l'opposition, je prends le cas de Kindia. Le RPG dit qu'il désiste au profit de l'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il désiste au profit de l'UFDG. Ce n'est pas ça qu'il a dit dans le document. Alors, si le PDN avait un conseiller, malheureusement on n'a pas de conseiller à Kindia. Si on avait un conseiller, on était en plein droit de présenter un candidat, même contre le candidat de l'UFDG. C'était à nous de désister dans le cadre d'une entente bilatérale entre l'UFDG et nous, ou entre un autre parti et nous, ou dans le cadre d'une entente, ou multilatérale plutôt, entre plusieurs partis de l'opposition. Donc aujourd'hui, raison en l'état de se plaindre par rapport au fait que le RPG ne vote pas pour leur champion. Bon, raison de tort, je ne suis pas là pour me poser un juge. Vous êtes en train d'interpréter. Je suis là pour dire que tout parti politique de l'opposition est en plein droit de présenter un candidat, n'est-ce pas, à Kindia. Alors, ce qu'il y a à dire, Faya François Bruno, la vérité, c'est que on peut le dire, on peut bien s'entendre. L'UFDG est va un peu plus bénéficier de cet accord-là que les autres partis politiques, mais sous le document, il y a pour la mouvance, la signature est en bas, pour l'opposition, c'est Cellou Dalein Diallo qui signe. Il ne signe pas pour l'UFDG, mais il signe pour l'opposition. C'est un accord qui vous concerne tous. Malheureusement, ça ne nous concerne pas. Même nous, on peut signer aujourd'hui un accord avec qui qu'il soit.
n'est-ce pas, en signant au nom de l'opposition. Quelle contrainte on aurait de ne pas le faire? Au titre de parti politique de l'opposition. Il a signé en tant que chef de file de l'opposition. Il faut qu'on clarifie une chose. Cellou, il est chef de file de l'opposition. Conformément à ce qui est dit dans certains textes. Est-ce que vous comprenez? Mais cela ne veut pas dire que Cellou parle. Suivez. Des textes que vous allez respecter. Les grandes gueules. Cela ne veut pas dire que quand Cellou parle, ça engage toute l'opposition. Il y a le principe de la souveraineté des partis politiques. Le fait que Cellou soit chef de file de l'opposition ne remet pas en cause l'indépendance et la souveraineté du PDN, ni l'indépendance et la souveraineté d'autres partis politiques. Donc il faut que cela soit clair. Dans la dynamique du fonctionnement des institutions, il peut être invité pour, n'est-ce pas, respecter le rang protocolaire auprès du président de la République, auprès d'autres institutions que nous avons en place ici. Mais dans le cadre de l'exercice, n'est-ce pas, des fonctions politiques sur le terrain, l'UFDG n'engage nullement le PDN. Et c'est pourquoi nous sommes allés en compétition dans certaines circonscriptions. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a des discussions très tendues avec certains leaders de certains partis de l'opposition. C'est le cas de Massanta et de Kissidougou, où l'accord entre le BL et l'UFDG aura des répercussions sur le BL et sur le PDN. Mais là, pourquoi? Parce que le BL, on était allé sur une même liste à Massanta. Ils sont allés tout dernièrement signer l'accord avec l'UFDG sans notre consentement. Parce qu'en principe, si vous avez un accord de base pour aller aux élections, en prenant une autre décision d'aller ailleurs, vous devez consulter votre allié, n'est-ce pas, primaire. Ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi nous n'exclurons pas de revoir notre position à Kissidougou, parce qu'on était favorable à soutenir le BL à Kissidougou. Mais pour l'instant, nous allons examiner la question pour revoir notre position. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec l'UFDG, et c'est là un peu la question un peu tendue, pour le contrôle de Massanta. Le souhait pour le PDN, c'est qu'on ait le soutien de l'UFDG. C'est tout à fait logique. S'ils ne nous soutiennent pas, nous travaillons aussi sur d'autres angles pour avoir le contrôle de la mairie de Massanta. Il y a certaines circonscriptions où le PDN a déjà réussi à être maire. Vous savez, c'est une élection de proximité. Il y a des enjeux face auxquels il faut avoir une dynamique d'adaptation. On était sorti des élections avec 84 maires. Aujourd'hui, le PDN se trouve avec 138 conseillers. Je parle de conseillers plutôt, pas maires. Aujourd'hui, on est à 138 conseillers. Il y a une dynamique de migration, n'est-ce pas, qui se joue. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre en compte les aspirations et les appréciations des partis individuellement pris. On a écouté le ministre de l'administration. Bournou, notre invité ce matin, allez-y Moussa. Nous avons écouté le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé, qui explique, qui reconnaît qu'il y a des difficultés. D'ailleurs, le report non appliqué, parce qu'on a vu que le report a été annoncé officiellement, mais ailleurs, ils ont procédé donc à l'installation de ces exécutifs communaux. Alors, sur le terrain... Surtout le RPG arc-en-ciel. Sur le terrain, comment se déroule, du point de vue du PDN, l'application, l'élection de ces conseils communaux? Est-ce que vous êtes satisfait des opérations sur le terrain? Non, pas du tout, parce que non seulement la loi a été violée, n'est-ce pas, mais même le chronogramme qu'ils ont envoyé aux partis politiques, qu'ils ont eux-mêmes communiqué à l'opinion, n'a pas été respecté. Ils nous avaient dit clairement que l'installation allait démarrer à partir du 5. Cela ne fut pas le cas. Et ils nous ont donné le 5 même un chronogramme qui disait que le 14, c'est-à-dire du 10 au 14, ça va être le voyage et puis la mise en place des superviseurs dans les différentes circonscriptions. À partir du 14, la formation des superviseurs et puis après l'élection des différents exécutifs dans les différentes communes. Et le 15 allait être la date de l'installation effective des différents exécutifs mis en place. Malheureusement, le 6, on a appris. Nous, on a été maire. Le PDN a gagné la commune de Koba. Les grandes gueules. C'est après, on nous appelle pour dire que l'élection s'est déjà déroulée. On n'était pas au courant de la date du départ de la mission de supervision. Il y avait moins de coordination. On a été mis devant le fait accompli. Donc, nous dénonçons cela parce que ça ne devait pas être le cas. Je crois aujourd'hui, le ministre se victimise et ce qu'il dit est très grave parce qu'il met en nu l'État. Il est en train de démontrer que l'État n'existe plus et que des individus, des citoyens, aujourd'hui, ont plus de force, n'est-ce pas, sur l'État, ce qui est très grave. L'État devait s'exprimer, s'imposer à travers des instruments, n'est-ce pas, qui font asseoir la légalité et la légitimité sur le terrain. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'État qui fuit devant les aspirations des uns et des autres.
Bien. Le grand oral avec Faya François Bourneau, il faut le rappeler, directeur de communication du PEDN. On va essayer de parler parce que là, on n'a que 3 minutes du côté de la Cour constitutionnelle. C'est important. Il y a un front déjà en préparation. On a vu la sortie de Cellou Dalein Diallo, entre autres. Il a parlé, il a cité entre autres le PEDN, Sidya Touré. Déjà, votre position par rapport à tout ce qui se passe du côté de la Cour constitutionnelle, Faya Bourneau? Écoutez, on est très déçus de ce qui se passe là-bas. Qu'on qualifie d'ailleurs de parjure, parce que le président, n'est-ce pas, il a violé son serment encore une fois de plus, parce qu'il n'a pas respecté les textes de loi. Qu'il y ait malversation à la Cour constitutionnelle ou pas, nous avons des textes de loi qui règlent la gestion de telles procédures. Ce n'est pas à un parti politique de dire tel a raison ou tel a tort. Nous, l'appréciation que nous donnons, c'est par rapport à ce que la loi dit. Donc la loi dit que quand il y a malversation, il faut engager une procédure d'audit, de contrôle, et puis, n'est-ce pas, la suite du processus judiciaire peut s'enclencher. Malheureusement, tout ce processus n'a pas été observé. C'est par des déclarations des uns et des autres qu'on apprend qu'il y a une mauvaise gestion par-ci, mauvaise gestion par-là. Et ce qui est d'ailleurs grave aujourd'hui dans notre pays, nous avons les procureurs qui n'agissent pas quand ça n'arrange pas le gouvernement. Ils agissent, c'est quand ça arrange le gouvernement. Et je crois que c'est grave parce que le principe d'égalité des citoyens, n'est-ce pas, vis-à-vis de la justice est complètement violé ici. Donc ici, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons fait une déclaration pour dénoncer d'abord ce qui s'est passé là. Mais aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons des articles clairs. Le principe d'inamovibilité, n'est-ce pas, des conseillers de la Cour doit être respecté. Les dispositions de la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle doivent être respectées. Nous sommes pour cela parce que nous sommes un parti républicain. Et jusqu'à preuve de contraire, nous continuerons à lutter pour que l'ordre revienne, n'est-ce pas? Quand vous parlez de retour de l'ordre, est-ce que vous voulez faire allusion au retour de monsieur Kélé Fassal à la tête de la Cour constitutionnelle, malgré les casseroles qu'il traîne? Mais écoutez, nous sommes pour qu'il revienne. S'il traîne des casseroles, c'est un autre processus qui doit s'engager, qui ne dépend ni de vous, ni de moi, ni d'autres personnes. Nous avons tous accepté Alpha Condé comme président de la République, conformément à ces textes de loi. Si aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on est capable de violer ces textes de loi pour des raisons X ou Y, alors il remet en cause, n'est-ce pas, sa légitimité à la tête du pays. Et c'est très grave. Il va falloir aussi que vous vous penchiez sur le cas de la Cour suprême, qui, dans l'État, n'a pas réellement joué son rôle, n'a pas branché mot. Et aussi, pourquoi vous ne vous soulevez pas contre le fait que la composition même de la Cour est une violation de la loi? Pourquoi vous n'en parlez pas? Mais nous l'avions fait. À l'époque, je crois que le PDN a été le seul parti, en plus des déclarations des juristes, à faire une déclaration sur le fait qu'il y a des conseillers qui n'avaient pas l'âge requis d'y être. Il y avait des conseillers qui ont été nommés qui n'avaient pas le statut qu'ils devaient avoir pour y être. Nous l'avons fait. Malheureusement, chez nous, le rappel... mais c'est le cas encore aujourd'hui. Donc cette Cour, juridiquement, quelle est sa portée? La question de la Cour suprême que vous avez posée, de façon globale, il faut retenir une chose. Toutes les institutions sont assiégées par une seule personne. Et je crois que la lutte ne doit même pas se focaliser sur une seule institution. Mais aujourd'hui, nous devons tous nous battre pour libérer les institutions de notre pays de cette colonisation. Cette initiative du président Cellou Dalein Diallo, vous adhérez? Laquelle? À former un front contre le troisième mandat. On a vu la sortie du président Cellou Dalein Diallo. Écoutez, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des déclarations. Tout le monde fait des déclations de former le front, mais c'est les actes. Quelle démarche menons-nous pour arriver à ce front? Il vous a contacté ou pas du tout? Pour l'instant, nous n'avons pas été contactés. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. Il y a beaucoup qui nous interpellent. Il faut que l'opposition s'unisse et tout. Nous avons mené des démarches dans le cadre même des alliances élémentaires pour la mise en place des exécutifs. Quand ils ont besoin de nous, nous les soutenons. Aujourd'hui, à Matam, nous avons clairement dit à notre conseiller de voter pour le candidat de l'UFDG. Nous avons mené maintes démarches pour Massanta auprès du président de l'UFDG, auprès de ses adjoints de son exécutif, mais ils nous disent non. Comment voulez-vous une solidarité si tout est pour toi? Et ce qui est grave, quand un délégué du BL nous a appelé pour dire écoutez, vous êtes remonté contre le BL ce matin, hein? Acceptons de soutenir l'UFDG, s'il vous plaît. De soutenir l'UFDG. Appelez-moi Faya, s'il vous plaît. Excusez, de soutenir l'UFDG à Massanta parce que, d'après la personne, parce que
le président de l'UFDG doute de la personne qui est tête de liste du PDN. C'était grave. Parce que l'élément montré, parce que le monsieur porte un nom Djoubaté. Mais c'est très grave. Alors, on ne peut pas dire en Guinée, pour qu'on soit loyal de l'opposition, il faut avoir une connotation ethnique donnée ou un nom donné. C'était grave. J'ai déploré cela parce que, sincèrement, au niveau du parti, nous sommes contre tout ce qui est discrimination. Est-ce que cette discrimination liée donc au patronyme de ce monsieur dont vous faites allusion, est-ce que vous avez cherché à savoir si c'était l'émanation de Cellou Dalein Diallo? En tout cas, s'il me dit qu'il a parlé avec le président de l'UFDG et que ce dernier lui aurait dit cela, mais il faut prendre ça en argent comptant. Alors, plutôt. Alors, vous n'avez pas échangé avec Cellou Dalein lui-même. Voilà. Ça a confirmé sa position. Dans tous les partis politiques, il y a des extrémistes qui ne jouent que sur la carte de l'ethnostratégie. Dans tous les grands partis, c'est même chez vous. Mais je pense que pour une question aussi grave, parce que ça, il s'agit quand même d'un jugement lié au nom d'une personne, c'est assez grave, il va falloir que vous échangez avec le président de l'UFDG pour en savoir plus. La plupart des partis qui ont cassé la pipe avec l'UFDG ont placé comme pour argument Monsieur Cellou Dalein Diallo. On a failli en direct. Oui, mais très rapidement, une petite question très rapidement. Appliquant la politique de la gourmandise, est-ce que c'est la même chose chez vous? Est-ce que finalement c'est la véritable raison qui ont poussé les autres partis à prendre leurs jambes au cou en s'éloignant de l'UFDG? Je pense quand même parce que tout à l'heure vous venez de dire une phrase. Tout pour lui. Oui, c'est évident, c'est connu depuis très longtemps. Je rappelle d'ailleurs un fait historique très important. La CENI qui est là. À l'époque, oui, mais Jean-Marc Téliano a dit la même chose. S'il vous plaît. À l'époque, quand même. Voilà, mais oui, il faut rappeler l'histoire. La mise en place de cette CENI, il était question pour l'opposition de désigner 10 représentants. Qui a conduit les opérations, c'est le président du PDN, c'est M. Lansana Kouyaté. Il a été juste envers tous les partis politiques. Le président Cellou n'était même pas en Guinée. Il a défendu les intérêts de l'UFDG pour que l'UFDG ait les 2 conseillers là-bas. Si dans l'absence de Cellou, le président Kouyaté avait toute l'influence au niveau de l'équipe pour jouer le jeu qu'il fallait et être en faveur avec d'autres personnes. J'ai l'impression quand on est dans une lutte politique, on fait travailler la tête, on s'inscrit dans une dynamique de partager, d'unir, de rassembler pour qu'on ait plus de force et qu'on soit objectif vis-à-vis de ce que nous voulons. C'est extrêmement important. Mais c'est très grave ce que vous dites ce matin. Honnêtement parlant, parce que là, c'est une manière notamment de décrédibiliser l'UFDG. Non. Je ne suis pas là pour décrédibiliser. Je suis là pour apporter les faits. Nous sommes un parti. Nous avons aussi... Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.